C'est officiel, le président coréen vient d'annoncer la fin des temps après qu'un astéroïde, capable de transformer les gens en zombies, ait percuté le Japon. L'apocalypse se déchaîne, semant une panique générale. Personne ne sait quoi faire ni où aller, à l'exception d'un type, qui, lui, est plus que paré à toute éventualité. Il possède son propre refuge dans un autre monde, et attend ce moment pour démolir du zombie depuis une éternité. Ce gars, c'est notre personnage principal, Seongo. Il y a quelques mois, Seongo et ses potes jouaient à Sora, le jeu de survie en réalité virtuelle le plus hardcore jamais inventé. Le jeu était si punitif et exigeant que la plupart des joueurs ont tout simplement lâché l'affaire. Les amis de Seongo l'ont d'ailleurs planté là, ne se reconnectant plus jamais. Il s'est donc retrouvé seul à jouer et à streamer ses parties, affrontant des créatures en tout genre jusqu'à devenir le meilleur. Un jour, lassé de sa vie, notre héros a retiré son casque et a supprimé toutes ses diffusions publiques. Seongo s'est alors concentré sur sa vie de chef cuisinier, sympathisant même avec une jolie cliente régulière. Un jour, sur un coup de tête, il décide d'invoquer sa fenêtre de statut dans le monde réel et reste bouche bée en découvrant un véritable écran bleu flottant juste sous et son nez. L'interface affiche ses statistiques, identiques à celles de son personnage en jeu, à une seule différence près. Il possède une nouvelle compétence nommée portail privé. Pour la tester, Seongo matérialise une porte de téléportation, à taille humaine. Son esprit a du mal à saisir toutes les implications de cette découverte. Car si le jeu devient réel, alors l'astéroïde qui a déclenché l'apocalypse arrive pour de vrai. Seongo se rue sur le web et cherche frénétiquement des informations, tombant sur un article qui confirme la chute imminente de l'astéroïde. Il refuse de croire que les événements du jeu sont en train de se produire dans la réalité. Notre gars fixe le portail devant lui. D'un côté, il a la confirmation de l'astéroïde, et de l'autre, cette porte qui prouve que quelque chose d'anormal se trame. Hésitant, il se demande s'il devrait vraiment oser franchir le pas. Sans pouvoir, sans copine, sans projet ni argent, il envisage sérieusement de mettre un pied de l'autre côté. Finalement, après réflexion, il attrape la louche la plus proche. Il l'insère prudemment dans le portail pour tâter le terrain. En la retirant, il découvre de la terre et réalise que le portail ne mène pas à un des donjons du jeu. C'est une bonne nouvelle, mais il commence aussi à se demander si ce portail ne le téléporte pas simplement ailleurs sur Terre. Ayant préparé son sac pour le voyage, il prend son courage à deux mains et le franchit. Scène suivante, notre pote traverse le portail et découvre la splendeur de l'autre côté. Un paysage sauvage, sans la moindre trace de civilisation à l'horizon. La première chose qui le frappe, c'est à quel point il fait froid par rapport à d'habitude. Sans aucun réseau sur son téléphone, le gars comprend qu'il est coincé dans une sorte de zone isolée, complètement inaccessible. Pour faire simple, notre ami est dans une sacrée panade s'il reste bloqué ici. Dégainant un marqueur, il dessine un 0 sur un tronc d'arbre. C'est en fait une technique plutôt maligne de sa part pour s'assurer de ne pas se perdre durant son exploration. Il se met alors à marcher, encore et encore, jusqu'à l'épuisement. La forêt semble s'étendre à l'infini. Et juste au moment où le type espérait un peu d'action, une créature l'observe de très près. Instantanément, cette chose a surgi tel un prédateur, faisant bondir le cœur de notre héros. Par chance, il ne s'agissait que d'un majestueux cerf de la vallée, et non une créature assoiffée de sang. Fait notable, le système a instantanément identifié cette bête singulière, confirmant que ce lieu est bel et bien déconnecté du monde terrestre. Créature l'a dévisagé un instant avant de s'éclipser sans un bruit. Bon, on ne s'attendait pas à ce qu'elle engage la conversation, mais vous comprenez l'idée. Même notre protagoniste trouve étrange que cette bête se soit carapatée si vite. Le point positif, c'est que le cerf n'était pas hostile. Toutefois, les choses pourraient sérieusement se gâter s'il tombait sur des singes ou des sangliers enragés. Autre détail croustillant, le cerf de la vallée n'a jamais figuré dans le jeu sur A. Dès son arrivée, il a eu cette intuition fulgurante que ce royaume obéissait aux lois de la survie. Dégainant une lame, il progresse, prêt à faire face à n'importe quelle menace qui oserait se montrer. Jusqu'ici, il refusait d'admettre la réalité d'un cataclysme sur le point d'anéantir l'humanité. Mais alors qu'il était prêt à baisser les bras, il l'a trouvé. Son regard s'est figé sur la pomme de soleil éclatante, un fruit mystique qu'il attendait sur l'arbre. D'abord, il hésite, est-ce vraiment une bonne idée de croquer dedans? Puis il se lance, et ressent une transformation instantanée. Le système lui signale que son endurance est restaurée, tandis que son corps s'illumine d'une lueur dorée. Ces effets sont en tout point identiques à ceux du jus de pomme de soleil qu'il buvait dans le jeu. Avec cette preuve irréfutable, notre héros est désormais certain que quelque chose de terrible se prépare. Le gars a aussi failli mettre le pied dans des déjections de gobelins, ce qui prouve qu'il doit redoubler de prudence.
Seongo lâche un soupir anxieux, tentant de se remonter le moral. Mais, malgré ses efforts, il a maintenant la certitude que la fin des temps est imminente. Après avoir, il fait l'expérience des effets du portail, il l'a franchi en sens inverse pour retourner dans son monde. Là, Seongo a commencé à échafauder un plan. Il devait se tenir prêt pour l'apocalypse qui approchait. La toute première chose qu'il a faite a été de passer en revue tous ses enregistrements du jeu et de les sauvegarder sur un disque dur. Heureusement, il avait l'habitude de streamer ses parties. Il pouvait donc facilement récupérer ces données, même s'il n'aurait jamais imaginé s'en servir de cette manière. C'est alors que la nouvelle de la chute de l'astéroïde est tombée. La destruction du Japon commencerait dans 32 jours, marquant le début officiel de l'apocalypse. D'ici là, il a décidé de s'armer, car le jeu, malheureusement, était truffé des pires mécaniques imaginables. La plus vicieuse et problématique de toutes s'appelait la maladie de la mort du fer. Ce petit phénomène provoquait la corrosion et la désintégration de tout objet métallique sur Terre. Les bâtiments s'effondraient en poussière, ce qui a grandement facilité les assauts des hordes de zombies. Quelques heures seulement après son apparition. Avec la disparition du métal dans la société moderne, l'humanité a été renvoyée à l'âge de pierre. Dans le jeu, la maladie de la mort du fer finissait par s'estomper. Mais le véritable problème, c'est qu'elle était censée durer une année entière. Malgré tout, cette future maladie de la mort du fer ne l'inquiétait guère, car notre héros avait une carte en main pour atteindre son portail privé, un atout qu'il devait à son très fraîchement obtenu. Évidemment, Seongo avait la quasi-certitude que la maladie serait incapable de franchir le portail. Une fois son analyse terminée, il a débloqué toutes ses économies pour s'offrir du matériel haut de gamme. Le gars s'apprêtait à plonger dans un véritable lobby d'apocalypse zombie, version Call of Duty, mais en conditions réelles. Il a donc rassemblé tout l'équipement et les vivres nécessaires à sa survie. En consultant les forums, durant la nuit, Seongo fut déçu de constater que si peu de gens utilisaient leurs nouvelles capacités pour se lancer dans une vie de crime et de débauche. Le lendemain matin, il a complété son stock de provisions pour sa future mission. Sur le chemin du retour, le boug a même acheté un arc de chasse, histoire d'assurer ses arrières. C'est en plein milieu de ses préparatifs qu'il a eu une révélation. Seongo s'est dit qu'il en faisait peu, être trop, qu'il s'emballait et agissait de manière précipitée. Il s'est tout de même rassuré en se disant que, même s'il se trompait, il pourrait toujours récupérer son investissement un jour. Ses emplettes matinales achevées, il est rentré chez lui et a placardé une pancarte fermée sur la devanture de sa boutique. Seongo était absorbé dans ses pensées quand il entendit soudain une voix l'interpeller. Une jeune femme, digne de Solo Leveling, s'inquiétait de voir la boutique fermée. Il lui a répondu que c'était simplement pour des travaux, ce qui l'a amené à se demander s'il avait fait fortune et touché le jackpot. Seongo a rapidement coupé court à la conversation, prétextant qu'il avait du travail, mais elle l'a soudainement retenu, tentant de lui poser une question. Cependant, la jeune fille a fini par être embrouillée et n'a pas réussi à formuler sa demande, préférant tourner les talons. Seongo, intrigué par sa question, bien qu'il aurait pu facilement la presser de parler, a préféré retourner à ses occupations. Une fois à l'intérieur, il s'est juré de prendre les choses au sérieux et de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Le pote a littéralement décidé d'ignorer les distractions futiles et de se mettre au vert pour de bon. Il a ensuite ordonné l'ouverture du portail, tout en réfléchissant à son véritable style de jeu. On pourrait le qualifier de stratège ou de tacticien, le genre de personne qui adore utiliser des stratégies pour venir à bout de chaque situation. Il n'était pas du genre à foncer tête baissée et compter avant tout sur son intelligence. La raison en est d'ailleurs assez simple. Dans ce monde, il existe une manière complexe d'améliorer ses statistiques. On ne les obtient pas simplement en montant de niveau. Il faut les mériter en chassant et en explorant. À l'heure actuelle, notre héros se trouve dans l'autre dimension, en train de parfaire sa maîtrise de l'arc. Manifestement, n'ayant jamais reçu la moindre leçon, le gars se forme grâce à des tutoriels YouTube. Seongo adopte la bonne posture, prend sa visée et se prépare à tirer. De plus, son expérience de joueur se ressent dans ses gestes, jusqu'au moment où il décoche enfin sa flèche. Le trait file droit vers sa cible et l'atteint en plein mille. Le pote est littéralement bluffé par son propre talent, au point de se prendre pour l'élu. Cependant, la douleur fulgurante dans sa main le ramène vite à la réalité. Son véritable point faible, c'est sa force physique. C'est la raison pour laquelle il compte se focaliser sur l'entraînement, d'améliorer sa condition physique. Les préparatifs de base étant bouclés, il était temps de passer à la vitesse supérieure. L'étape d'après. Sur le champ, deux priorités s'imposaient. La première, établir une méthode de chasse efficace contre ces créatures. La seconde, se construire un refuge,
une base arrière où il pourrait entreposer son matériel en toute sécurité, sans avoir à s'en préoccuper. Le hic, c'est que pour l'instant, il était à poil, pas d'armes, et que dalle en fourniture, tout était en cours de livraison. En attendant, il se contentait de chasser les pommes d'or, priant pour que sa veine ne le lâche pas. Après avoir repéré quelques bons coins, il s'était auto-formé à la survie en prévision du chaos imminent. Cette préparation minutieuse est d'ailleurs la seule raison pour laquelle il avait tenu si longtemps à Sura. En balayant les environs du regard, il tomba sur des crottes de gobelins. Il cherchait justement ça, avec une idée bien précise en tête. Car il y a un truc à savoir sur les gobelins, c'est qu'ils se déplacent toujours en bande. Le fait de ne trouver qu'un unique étron fumant par terre, et je pèse mes mots, lui souffler qu'un spécimen isolé traînait dans le coin. Tel un Sherlock Holmes de la fiente, Seongo analyse l'offrande et en déduit que le gobelin doit être un paria. Il se dit que cette créature pourrait bien être son ticket d'or. Il doit absolument le pister, coûte que coûte. La nuit tombée, sa traque du gobelin solitaire se poursuivait. Il perçut des hurlements de loup non loin, signe qu'il approchait de la vallée. C'est alors qu'il l'aperçut, le fameux gobelin qu'il cherchait. Seongo se planqua aussitôt derrière un arbre, d'où il put constater que la créature ressemblait trait pour trait à celle du jeu. En principe, les gobelins sont considérés comme les monstres les plus faibles. Leurs seules armes sont des lances primitives et des fléchettes empoisonnées. Ils ont la sale réputation de prendre un malin plaisir à mutiler et à faire souffrir leurs victimes. C'est précisément pour cette raison que notre ami a opté pour une arme à distance, un arc, comme premier équipement. À première vue, le gobelin semble âgé et mal en point. Il ne porte aucune arme. Ni une ni deux, Seongo dégaine son arc. Il sait que s'il garde son sang-froid, il peut en finir avec cette créature. Au moment où il décoche, la flèche filée se plante dans le bras du gobelin, le transperçant de part en part. Seongo visait la tête, mais il se satisfait de ce premier coup au but. Profitant de cet avantage, il tente d'armer un second tir. Mais le gobelin lui jette une pierre avec une telle force que son arc est projeté loin de ses mains. Seongo comprend alors qu'il fait face à un gobelin, aguerri et vétéran. Les deux adversaires préparent alors leurs lames pour le corps à corps. Le combat final entre Esjin et Bairo peut commencer. Oh merde, attendez. C'est pas la bonne histoire, ça. Bref. Seongo fonce, son couteau en avant, et tente de lacérer le flanc du gobelin. Mais la créature, pleine d'expérience, esquive et frappe violemment la rotule de notre héros. Le combat bascule au sol, où Seongo réussit à plaquer le gobelin, le retournant sur le dos. Dans cette position, il a clairement l'avantage. Seongo empoigne sa lame et l'enfonce de toutes ses forces dans le torse de la créature, qui pousse un cri d'agonie. Finalement, la lueur dans ses yeux s'éteint. Sa première élimination est un succès, et Seongo gagne des points d'expérience grâce à ça. Il a du mal à réaliser ce qu'il vient d'accomplir. En inspectant les alentours, il repère de la poudre de guacam et de l'huile végétale juste à côté. Dans le jeu, le mélange de ces deux ingrédients permet de créer une pommade. Mais avant tout, il devait se dépêcher de creuser. Il serait bien trop risqué de laisser ce corps. Laisser pourrir le gobelin dehors est risqué, car le groupe pourrait le trouver et remonter jusqu'à ses congénères. Mais l'abandonner n'est pas une option, car il se transformerait en une abomination nommée Rampandos. C'est alors que Songo aperçoit une paire de truites rouges non loin. Le cœur de Seongo se glace, il comprend qu'il est piégé. Au moment où il détourne les yeux, il croise le regard du plus effroyable oursibou qui le fixe. Flashback avant cet instant critique. Retour à l'époque où Seongo était streamer. Durant ses lives, il avait compilé une montagne d'informations sur le jeu. Certains de ses abonnés faisaient même des dons pour qu'il explore les moindres recoins de l'univers du jeu. Seongo avait été très méticuleux, décrivant son expérience passée avec les gobelins et les kobolds. Éviter les rampandos était crucial, mais cette forêt abritait deux des créatures les plus redoutables du jeu. Il s'agissait des loups-garous et des oursibous. Ces derniers sont des créatures territoriales, dont l'existence même régule l'équilibre de l'écosystème monstrueux. En se remémorant cette période, une douce chaleur envahit le cœur de Seongo. Il se souvint de ce certain boule sans nom, qui l'encourageait toujours. Les autres viewers étaient parfois plus excentriques. Comme ce type, le chien qui aboie, qui ne pouvait s'empêcher de taper waf dans le chat pour une raison obscure. Étrangement, Seongo se demande pourquoi de si heureux souvenirs lui reviennent maintenant, alors qu'il fixe l'incarnation de l'horreur absolue. La créature qui s'apprête à mettre un terme à son existence. Seongo refuse d'accepter la réalité. C'est comme si sa mémoire lui criait de se concentrer. Il met à profit chaque seconde pour échafauder un plan. Il sait que les oursibous sont d'une férocité inouïe, déchiquetant tout ce qui se dresse sur leur passage. Le fait que la bête soit immobile suggère qu'elle n'est pas poussée par la faim. Mais ce qui le préoccupe le plus, c'est qu'ils ont pénétré le territoire de la truite rouge. En pesant tous ces facteurs,
Seongo réalise qu'il n'existe probablement qu'une seule et unique issue pour se sortir de ce cauchemar. Reprenant ses esprits, il se rappelle que dans sa tête, il est toujours le grand Kimbaboa, même si son corps n'est que l'humble enveloppe de Kang Seongo. Serrant les mâchoires, il défie le monstre, une ultime déclaration de sa volonté de survivre. La créature le toise, puis déchaîne sa première attaque terrifiante. L'oursibou est un chasseur nocturne hors pair, mais sa plus grande faiblesse reste la lumière crue du soleil. Ayant mémorisé ses schémas d'attaque dans le jeu, il sait précisément ce qu'il doit exécuter pour s'en sortir vivant. Se calant sur le rythme de l'assaut de la bête, Seongo esquive son coup de griffe avec une perfection millimétrée. En même temps, il cherche comment créer un éclat de lumière pour pétrifier le monstre. Dans un élan de vitesse, il escalade le bras massif de la créature, avant de dégainer une lampe de poche et de l'aveugler à bout portant. Le choc est si violent que même un prédateur comme l'oursibou se retrouve totalement désorienté. Fondu au noir, et la scène change. Notre héros gît dans son lit, tiré de son sommeil par un réveil strident. Il doit se lever, même si son corps est complètement en vrac après la nuit précédente. Seongo s'était tout simplement effondré en rentrant chez lui. Son ultime souvenir, une course désespérée pour sa survie, juste après avoir aveuglé le monstre. Le destin, parfois, a un sens de l'ironie bien particulier. En effet, à peine échappé à un gobelin, il était tombé nez à nez avec un oursibou. Le jeune homme en a plus qu'assez de ses enchaînements. Épuisé, il tente de se relever pour trouver de quoi manger, mais s'effondre lourdement, comprenant que ses jambes sont complètement à plat après un tel sprint. Par chance, il lui reste ses pommes d'or de l'autre royaume. Seongohan. Il saisit une et croque dedans, sentant aussitôt son endurance se régénérer grâce à ses pouvoirs. Finalement, il se sent plus vivant que jamais, et songe à s'offrir un vrai repas pour reprendre des forces. Mais après s'être remis d'aplomb, notre héros finit par tomber sur Tuju Janjin. Elle était simplement venue déjeuner dans un autre restaurant, leurs chemins se sont croisés par pur hasard. Seongo n'aspirait pas à de la compagnie, mais elle s'installe, prétextant qu'elle aime partager un repas. Sans attendre, Miku lui demande s'il a réussi à ouvrir sa fenêtre de statue. Son ton insistant fait comprendre à Seongo que c'est le sujet qu'elle avait voulu aborder la dernière fois avant de se raviser. Pour le convaincre, Mi-kyung lui montre les actualités, affirmant que tout est bien réel. Certains joueurs éveillés utilisent déjà leur pouvoir pour dérober de l'argent. Seongo est interloqué par sa franchise et son audace de poser une question si directe. Il choisit de mentir, prétendant que rien n'est apparu pour lui. La vérité, c'est qu'il pense qu'il est plus sage de laisser les autres dans l'ignorance. Pour commencer, sa capacité est purement stratégique et non offensive. C'est un atout qu'il vaut mieux exploiter seul plutôt que de le partager avec n'importe qui. Pour l'heure, sa propre sécurité est loin d'être assurée. S'il venait à dévoiler ses cartes à cette jeune femme, qui sait ce qu'elle est vraiment? Les conséquences pourraient être désastreuses. Pour lui, c'est une sage précaution. Néanmoins, notre homme est curieux de l'intérêt prononcé de Mi-kyung pour la question de l'éveil. C'est alors qu'elle le surprend. Hésitante, elle avoue lui avoir menti. Seongo devine qu'elle a de bonnes intentions et la rassure, lui disant qu'elle n'est pas obligée de se confier. Il l'encourage, ajoutant qu'il n'est jamais trop tard, avant de rentrer chez lui peu après. Une fois chez lui, ses colis sont enfin arrivés. Les articles qu'il avait commandés étaient là, le soulageant du souci des provisions. Il a entreposé le plus gros de ses affaires sur le toit, ne gardant que l'essentiel au deuxième étage. Durant ses préparatifs, il a rassemblé tout un arsenal d'équipements pour la mission du jour, notamment des masques à gaz et des combinaisons de protection. Pour sa prochaine incursion, notre garçon a un objectif précis, dénicher un endroit adéquat pour en faire une base secrète. Il lui est impératif d'établir un refuge, d'où l'utilité de la hache. En franchissant le portail, Seongo tient déjà une première piste dans sa quête de planque. Il avait découvert par hasard une caverne de gobelins alors qu'il traquait l'un d'eux. Se remémorant l'emplacement, il retourne sur les lieux et la retrouve sans peine. C'est un refuge idéal, un endroit parfait pour mettre ses plans à exécution. Toutefois, il doit d'abord identifier le type de créatures qui y ont élu domicile. Seongo inspecte donc les alentours et découvre de minuscules empreintes de kobolds menant à l'intérieur. En réalité, c'est une trouvaille qui se fête, car ces créatures ne posent généralement aucun souci. Seongo était arrivé préparé, avec une stratégie pour s'occuper de tous les monstres de bas étage pour commencer. Il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter. La particularité des kobolds, c'est qu'il s'agit de créatures nocturnes. À cette heure, ils sont plongés dans un profond sommeil. Le plan de notre héros est donc de les enfumer dans leur propre tanière. Pour commencer, il rassemble une bonne quantité de bois sec en taillant quelques branches. Puis, il dispose soigneusement son butin juste à l'entrée de la grotte. La manœuvre suivante,
consiste à arroser le tout généreusement d'essence. Setongo était convaincu qu'il allait boucler cette mission sans le moindre accroc, puisqu'il ne lui restait plus qu'à mettre le feu aux poudres. Mais c'est alors qu'il perçut, à sa grande surprise, du bruit provenant de l'intérieur. Tirés de leur sommeil, ils ont surgi et ont immédiatement posé les yeux sur ce qu'ils considéraient comme leur prochain repas. Setongo leur adressa un salut ironique avant de dégainer sa hache et de foncer dans le tas. D'un seul geste fluide, il faucha les deux créatures à la gorge, les envoyant à battre sur le champ. S'ils sont tombés si facilement, c'est uniquement à cause de leur état de somnolence. Grâce à ces neutralisations successives, le système lui octroya une montée de niveau ainsi que 4 points de statut. Sans plus attendre, il lança le briquet sur le bois imbibé. Quelques instants plus tard, la fumée commença à s'engouffrer dans la caverne. Dans ce monde, les monstres de bas étage possédaient une faiblesse évidente. Ils étaient particulièrement vulnérables à l'inconnu, et cette situation en était la parfaite illustration. Notre héros attendait dehors, le visage couvert d'un masque à gaz. Bien qu'il aurait pu tenter de les réduire en cendres, cette méthode était bien plus efficace pour un grand ménage. Les kobolds assoupis se réveillèrent en panique et se précipitèrent dehors pour échapper au piège. Setongo avait délibérément choisi cette stratégie, pour les affaiblir, et semer la confusion dans leurs rangs. Dès leur sortie, son objectif était de profiter de leur état de faiblesse pour les achever sans délai. Bien qu'il s'attendît à voir sortir au moins 5 d'entre eux, Setongo fut stupéfait de n'en compter que 4. C'était bien différent de leur groupe habituel. De 7 individus, prenant pour cible l'un des kobolds, Setongo le mit hors jeu, annonçant qu'il n'en restait plus que 3. Les 3 survivants se ruèrent sur lui, tentant une attaque désespérée. Mais notre héros les attendait de pied ferme, sa hache prête. Ce gars enchaînait les frappes circulaires avec son arme, les fauchant un par un. Un autre kobold tenta sa chance, mais la puissance dégagée par le coup fatal l'aveugla à bout portant. Avant qu'il n'ait pu esquisser le moindre geste, Setongo l'aida à se séparer de sa tête. Ne restait plus qu'un seul survivant, leur chef, qui tremblait de tous ses membres. Les rôles s'étaient inversés, il était devenu le chasseur, et il annonça sa propre fin, promettant de faire bon usage de leur tanière. Le carnage prit fin, laissant un Setongo épuisé, mais victorieux. Son manque d'endurance était son véritable talon d'Achille pour le moment, même si ces créatures avaient été faciles à vaincre. Curieusement, les statistiques du système ne différaient en rien de celles du jeu, y compris la section des malus liés à l'état d'épuisement. Le fait que les points de statut n'augmentent pas après la montée de haut niveau était également identique. Cependant, gagner des niveaux finirait par lui débloquer des articles dans la boutique. C'était donc un avantage en soi. Pour l'instant, le plus grand bénéfice était de pouvoir disposer d'un espace privé rien qu'à lui. Si notre gars rêvait d'un intérieur impeccable, il a vite déchanté face au chaos laissé par les kobolds. Une fois son repère sécurisé, la grande corvée de nettoyage a pu commencer. Et notre pote a dû se coltiner tellement de cochonneries de gobelins qu'il en a vite eu sa claque. Faut dire que briquer tout ça, c'est une sacrée purge, surtout juste après un combat à mort. Setongo a maudit ces sales bestioles de vivre comme des porcs dans leur propre détritus. Mais au moins, il avait maintenant une base solide. Setongo n'avait qu'à retourner dans son monde. Chaque fois qu'il devait vider les poubelles. Un avantage non négligeable, mais ça lui a quand même pris un temps fou pour tout remettre au propre. Le plus étonnant, c'est de découvrir à quel point il est simple de faire passer des objets d'une dimension à l'autre. Il a donc branché un tuyau d'arrosage de son côté pour l'utiliser de l'autre, bluffé par l'efficacité du système. Après des heures de labeur, l'endroit était enfin nickel. Prochaine étape, faire disparaître les taches de sang et couler une dalle de béton pour faciliter le stockage. Il songeait déjà aux complexités du mortier et à l'utilisation de panneaux isolants. Mais le vrai atout de ce trou paumé, c'est qu'il regorgeait de pierres lumineuses et de pierres d'ignition. Dans le jeu, c'est du matos de débutant, mais ici il y en avait à foison, donc c'était une aubaine. Setongo tenait enfin une bonne raison d'exploiter le filon une fois les travaux terminés. Le jour suivant, notre gars est complètement au bout du rouleau. Il trime tellement chaque jour que son corps n'est plus que douleur. En inspectant son bras, il remarque les quelques estafilades qu'il s'est faites. Ces objets ramenés de l'autre royaume sont posés sur le coin de la table. Setongo se dit que c'est l'occasion parfaite pour se préparer un ongo. La recette est un jeu d'enfant. On mélange de la poudre de guacam et des herbes en part égale. Puis on touille un peu et voilà un ongue de bas niveau pour les petites blessures. Grâce à son expérience en cuisine, notre chef en herbe s'en sort avec une facilité déconcertante. Le simple fait d'appliquer la mixture sur son bras lui donne le sentiment de progresser. Cependant, Setongo est vite dérangé à l'idée de devoir en fabriquer encore et encore. Il envisage
l'option d'améliorer ses stats en se concentrant sur les bases, mais d'un autre côté, il met tellement sa vie en jeu, qu'il pourrait y passer avant même l'arrivée de cette satanée apocalypse. Et même si ce serait d'une ironie mordante, il ne veut pas courir ce risque et songe à utiliser une arme plus fonctionnelle, comme un pistolet. C'est alors qu'une idée lui traverse l'esprit. Il y a forcément quelque chose qu'il peut exploiter. En dehors de la quête principale du jeu, il y a son histoire personnelle, son background. Mais la grande question est de savoir si ce passé aura un quelconque impact sur l'apocalypse qui approche. Se basant là-dessus, Setongo rassemble ses esprits, espérant que les événements de Sif, son histoire se produiront bel et bien, car il pourrait lui être profitable au-delà de toute imagination. Fort d'un nouveau plan, notre homme grimpe sur le toit pour récupérer les matériaux de construction qu'il a commandés. Il ouvre le portail et un gars commence à balancer ses sacs de l'autre côté, un par un. Une fois cette tâche accomplie, il est allé chercher le reste du matériel avant de redescendre au premier étage. Là, alors qu'il s'apprêtait à déplacer une pile de cartons, c'est à ce moment précis que la jeune femme refait donc surface. Seongo commence à se demander si elle ne devient pas un peu trop familière à son goût. Notre gaillard lui dit les choses franchement, ce qui la met visiblement dans l'embarras. Il la rassure en prétextant être débordée par des travaux. Elle semble gober son histoire. Ce qui la chiffonne vraiment, c'est son absence pour sa coupe de cheveux habituelle. Un rendez-vous qu'il n'a jamais manqué tous les 3 mois. Seongo s'en souvient, et réalise qu'une nouvelle coupe est effectivement indispensable pour la mission d'exploration qui l'attend. Il plaque donc tout et se rend à son salon. Là-bas, notre héros a des allures de vedette. Il lui demande de tout raser, la fameuse coupe qui impose le respect. Bien que surprise, elle s'apprête à exécuter sa requête. Ce qui la frappe surtout, c'est de constater à quel point la carrure de Seongo s'est développée. Franchement, entre nous, quelle fille remarquerait un truc pareil? Il lui explique qu'il s'entraîne, pendant que Mi-kyung aborde le sujet de la fenêtre d'état, ce système lié à la survie dans le jeu. Les éveillés sont ceux qui ont participé au jeu au moins une seule fois. Pendant qu'elle parle, il fait l'innocent et opine du chef, mais il la questionne aussi, l'air de rien, sur l'origine de ces informations. C'est alors qu'un individu couvert de tatouages déboule dans le salon, annonçant qu'il vient chercher des renseignements. Ironie du sort, ce type a déjà affronté Seongo par le passé, mais uniquement lors d'une compétition en arène. Notre héros bout de rage en découvrant que ce guignol est sa fameuse source. Le type à la crinière blonde lui explique qu'un certain joueur a effacé ses diffusions pour garder toutes les informations pour lui seul. S'ensuit un moment de malaise intense, car l'intrus annonce fièrement qu'il tente de dénicher l'adresse réelle de ce joueur. Seongo est plus qu'intrigué par cette mystérieuse personne. Inak balance alors le nom, Kimbap Joa, qui n'est autre que le pseudo de Seongo. La situation devient critique. Notre gars comprend que des gens sont activement à ses trousses. L'intrus met la pression sur la coiffeuse pour qu'elle rejoigne leur équipe. Dans sa tête, Seongo trouve toute cette mascarade complètement ridicule. La seule raison pour laquelle il a supprimé ses vidéos, c'est par pure déception. Il n'a jamais eu une seconde pour songer à un quelconque avantage personnel. Bref, cet Inak est un monsieur je sais tout qui brasse beaucoup d'air. Il va même jusqu'à insulter Seongo pour avoir abandonné tout le monde sans rien publier de ses sessions, ignorant totalement que le type qu'il traque est assis juste en face de lui. Seongo se demande si toute la communauté réagit de la même manière. Cela le pousse à s'interroger. Devrait-il vraiment changer de stratégie et commencer à partager ses informations? C'est alors que notre héros se lève. Il se dresse pour affronter Inak, lui reprochant d'avoir gâché sa coupe de cheveux en plein milieu de la séance. Inak tente de jouer les caïds, mais Seongo le toise avec un regard glacial, lui ordonnant de déguerpir sur le champ, s'il ne veut pas subir une nouvelle humiliation. Intimidé, le petit malfrat quitte le salon, tandis que la jeune femme lui lance un au revoir. Mi-kyung est visiblement soulagé. La voyant encore secouée, notre héros lui demande son numéro. Uniquement parce que il est persuadé que ce bouffon pourrait réellement représenter une menace pour elle. De retour chez lui, notre gars a l'allure d'un mannequin. Sa première action est de se pencher sur son propre pseudonyme et de lancer une recherche d'informations sur le forum. Ce qu'il y découvre est alarmant. Le forum entier est un déferlement de haine et d'injures à son encontre, qui déferlait sur lui. Il subit une haine incessante jusqu'à ce qu'il finisse par dénicher le pseudonyme d'Inok. Ce clown avait osé utiliser un simple surnom, alors que son profil était entièrement public et vérifié sur le site. Sa page entière se retrouva inondée de commentaires virulents à l'encontre de notre protagoniste, un détracteur dans l'âme, le corps et l'esprit. Seongo éteignit son ordinateur, conscient que c'était la seule réaction sensée. Il n'était pas atteint moralement, simplement déçu. Mais, soudain, son esprit fut envahi par une étrange quiétude alors qu'il invoquait le portail. Il consacra les 2 jours
suivant à perfectionner son refuge, se dédiant au minage et à la construction. La pioche fut sa meilleure alliée, puis il prépara le mortier avec de l'eau, le lissant méticuleusement jour après jour. Une fois son œuvre achevée, il sortit, attendant que le ciment prenne, le regard fixé sur la lune solitaire. C'est alors que Seongo réalisa qu'il se devait de répondre à une telle injustice, à un tel degré de cruauté. Il n'a rien d'un héros et ne poursuit aucune quête grandiose. Son unique but est la survie pure et simple. C'est la seule chose qui compte, tant qu'il l'emporte. Ça. Résolution prise, il pivota sur lui-même et se figea de terreur. Un rôdeur d'os s'avançait vers lui dans un cliquetis sinistre. Seongo était déjà à bout de nerfs. Il venait de trouver une cible parfaite pour déverser sa rage. Une violente explosion s'ensuivit, engloutissant tout dans un déluge de flammes. Lorsque notre protagoniste reprit connaissance, il était couvert d'égratignures. Il ne se souvenait pas exactement de ce qui s'était passé, seule l'image du rôdeur d'os persistait. Ce qui le tourmentait le plus, c'était de savoir comment il avait pu survivre à une explosion à bout portant. Mais une réponse existait. Juste après avoir repéré la créature, Seongo avait su que cette saleté allait se faire exploser. Il avait donc reculé par pur réflexe. Mais, l'onde de choc l'avait tout de même rattrapé. Le souffle avait été juste assez puissant pour l'assommer sans le tuer. Cependant, ce mouvement salvateur avait eu un coup. Le flanc droit de Seongo était maintenant criblé d'éclats osseux. Rassemblant ses dernières forces, il fit appel à la fenêtre de statut. Ses statistiques système avaient drastiquement chuté, en raison de son état critique, mais l'élimination de la créature lui avait tout de même rapporté quelques points. Une migraine fulgurante commença à s'emparer de lui, menaçant de submerger sa conscience. Dépensant sa dernière once d'énergie, il ordonna l'ouverture du portail. De retour, sa toute première action fut de s'occuper de ses blessures. Il dut retirer un à un les fragments d'os de la créature. Le processus fut atrocement douloureux, chaque extraction lui arrachant un cri de douleur. Heureusement, la pommade fit des merveilles, stoppant l'hémorragie. Après avoir vérifié son état une dernière fois et s'être bandé, Seongo finit par perdre connaissance. C'était sa limite pour cette fois. Le lendemain matin, l'aube se leva. Notre survivant était de retour parmi les conscients. Il sentait qu'il pouvait y passer d'un jour à l'autre. Sa préoccupation immédiate fut de vérifier si ses blessures étaient guéries. Il afficha donc sa fenêtre de statut. Le système indiquait que tout était rentré dans l'ordre. Quel soulagement! Il se releva et se demanda comment cette foutue carcasse ambulante avait bien pu le dénicher. Pour commencer, la forêt était sérieusement immense. Il n'était donc pas si improbable que des créatures surgissent de leur repère sans crier gare. Cette pensée l'alarma profondément. De se focaliser sur l'amélioration de sa statistique de perception, ce qui décuplerait ses facultés de détection. Dans le jeu, les seules méthodes pour améliorer ses stats consistent à utiliser des points de détection, compétences, que l'on obtient bien sûr, en chassant ou en explorant. Une autre alternative, pour augmenter ses caractéristiques est de s'équiper d'objets ou d'armes qui renforcent le porteur. Le seul hic, c'est que le jeu est d'une difficulté démentielle, absolument hors du commun. Même pour acquérir des objets base, il faut se mesurer à des monstres redoutables d'un niveau bien supérieur au sien. En d'autres termes, cela revient à combattre des créatures infernales pour une simple arme. Une fois les monstres vaincus, des compétences peuvent aussi être obtenues. Celles-ci sont généralement laissées par les monstres de haut niveau sous certaines conditions spécifiques, mais le problème est que toutes les compétences ne sont pas compatibles avec tous les joueurs. Alors maintenant, il se demande s'il existe un moyen sûr pour lui d'obtenir des objets qui améliorent ses stats. Il décide alors de se replonger dans le lore du jeu, les histoires de fond qu'il a déjà explorées. Celle-ci se déroule avant la chute des astéroïdes sur Terre. Cela implique qu'en visitant ces lieux, il pourrait obtenir des objets uniques avant même le début de l'apocalypse. Ce n'est cependant qu'une hypothèse, une simple théorie de jeu. Le problème pour Tongo, c'est qu'il devra aussi affronter des créatures encore plus puissantes pour y parvenir. Il consacre les heures suivantes à éplucher les informations du passé et découvre l'existence de 3 lieux clés où se sont déroulés ces événements. Le vaisseau russe, le H-Gobelin, et un troisième. L'incident de l'ORC de Manri est le plus accessible. D'après les archives, l'ORC a été découvert le 26. Il devra donc s'y rendre le 25 pour le débusquer en avance. Sa prochaine mission étant fixée, notre héros saisit son téléphone et s'aperçoit que Mick Jom l'appelle à cette heure tardive. La scène suivante nous montre les 2 attablés dans un café. Elle prend de ses nouvelles, et lui demande pourquoi il porte une chemise à manches longue en pleine canicule. Il doit à tout prix dissimuler ses blessures, et réalise que cette femme est bien plus perspicace qu'elle n'en a l'air. Elle suppose qu'il est encore secoué par l'incident du magasin, mais il nie en bloc. Elle est soulagée de
l'apprendre et lui confie ses craintes. Tongo lui rafraîchit la mémoire sur l'hiver dernier, quand cet individu semait le chaos avec une dépanneuse modifiée illégalement. Il s'en prenait ensuite aux plus faibles. Pour faire simple, c'est une véritable ordure. Miku est abasourdi par cette révélation, n'ayant jamais rien su de tel sur cet homme auparavant, mais notre héros la conjure de se tenir à l'écart de lui. Tongo lui demande alors sans détour la raison de son invitation. La charmante jeune femme se penche alors à son oreille et lui révèle qu'elle est en réalité une éveillée. Tongo ne comprend absolument pas pourquoi elle vient de lui confier une information aussi confidentielle. Jouant le jeu avec naturel, il feint d'être jaloux de ne pas avoir eu cette chance. Elle se sent coupable de lui avoir menti, mais il la rassure en lui disant que ce n'est rien. Mettant un terme à leur rencontre, il se lève pour s'en aller. Tongo est ravi d'être en possession de cette information cruciale et avoue que ses paroles l'ont réconforté. Avant de partir, il lui laisse un dernier mot. Laisse entendre qu'elle est à fond dans le jeu de survie, et qu'elle compte bien le poncer. De retour à la baraque, Seongo se dit qu'il a une chance de malade de tomber sur des gens aussi cool qu'elle. Il jette un œil aux boutiques et finit par craquer pour des drones de ouf, et même une bagnole de location pour se déplacer. Ensuite, il file direct au pieu pour recharger les batteries pour le jour suivant. Le grand jour est là. Dès que le soleil pointe le bout de son nez, il se met à bricoler son matos pour la chasse aux orques. Dans son repère, il s'attaque au broyage, au raffinage de silex. Fallait y aller avec des pincettes, sinon un mauvais coup et tout partait en fumée. Après ça, il s'est attaqué à la pierre lumineuse. L'extraire te crame la rétine avec sa lueur, mais pas de souci. Alors, il continue le boulot. Une fois les deux réduits en miettes, il en fait de la poudre. Ça y est, sa préparation pour la mission est terminée. Ensuite, il ajoute du sucre, de l'essence et des solvants organiques. La touche finale, c'est un durcisseur pour que le silex devienne solide comme du roc. Grâce aux coordonnées modulables de son portail dimensionnel, il a pu se monter un atelier peinard, sans le moindre souci. Avant de décoller, il charge tout son barda dans sa voiture de loc, super content de son investissement. Avec tout le matos en sécurité, Seongo met le cap sur Monjiri pour dézinguer des orques. Il débarque sur le parking du camping de Jongsenri, juste avant minuit, et il profite du temps qui lui reste pour s'entraîner, visualiser le combat et vérifier son équipement. Quand les 12 coups de minuit retentissent, il lance sa traque à grande échelle. 2 heures plus tard, le déluge s'intensifie et la brume épaisse causée par la flotte l'empêche d'y voir à 2 pas. Il se demande bien d'où ces orques peuvent sortir, parce qu'il a déjà ratissé tout le camping. Il se dit que le phénomène annonciateur ne doit pas exister dans la vraie vie, mais, soudain, un rugissement surpuissant vient pulvériser ses pensées. D'un coup, il se retourne vers l'origine du bruit. Une silhouette massive et menaçante se dessine dans l'ombre et fonce sur lui. Notre gars piche que c'est un ORC, et pas n'importe lequel. C'est pas un orc de base. C'est une sous-espèce d'ORC rouge, ce qui veut dire qu'un drop de compétences est assuré. Can. Seongo tente de garder son sang-froid tout en allumant un pétard. Si son plan se déroule sans accroc, il peut clairement se le. La technique qu'il a mise au point pour gérer les orques est un jeu d'enfant. Première étape, se servir de l'agressivité de chier l'orque pour le faire foncer tête baissée. Quand l'orque, hypnotisé par le pétard, se jette dessus avec sa hache, c'est le signal pour passer à l'action. Il faut viser l'orque, ouvrir le portail en une fraction de seconde et balancer instantanément une grenade flash. À cause de la lumière aveuglante, l'orque mettra environ 20 secondes à recouvrer la vue. Ça déclenche une véritable course contre la montre. Ensuite, il faut défoncer les muscles de l'orque qui se sont ramollis à cause de l'altération de statut pour paralyser ses mouvements. L'orque pousse un cri de rage et abat sa hache sur notre héros pour le réduire en bouillie. Mais, vif comme l'éclair, notre gars esquive. Juste au moment où la hache allait le frapper, évitant le coup de justesse. Puis il dégaine son couteau et le plante dans le pied de l'orque. Au moment où la lame s'enfonce dans sa chair, il bugle de douleur et s'effondre à genoux. Quand le niveau des le regard de l'orque croise celui de notre héros, qui lui enfonce sans hésiter le cocktail incendiaire qu'il a préparé dans la gorge. À l'instant même où la canette pénètre dans la gueule de l'orque, elle explose. Notre jeune héros commence alors à célébrer sa victoire. Soudain, le poing de l'orque s'écrase sur notre héros, l'envoyant valser en arrière. Il se relève, comprenant qu'il n'aurait jamais dû baisser sa garde si vite. Il observe l'orque avancer vers lui, le torse en flammes, mais la créature ne semble pas prête à succomber. Notre héros est persuadé que sa dernière heure a sonné, qu'il va finir déchiqueté par l'orque. C'est à cet instant précis que son système l'informe qu'il a atteint le niveau 3 et qu'il vient de gagner 10 points supplémentaires, débloquant la compétence volonté de survie. Il se redresse, se disant qu'il ne pourra jamais gérer une telle situation, et se demande où se trouve le butin, quand soudain une lueur émane de son poignet.
Il baisse les yeux vers son poignet, et découvre que le butin est une montre de perception. Il pousse un soupir de soulagement, car ça aurait été une sacrée galère de chercher l'objet sous cette pluie battante. Il s'approche de la dépouille de l'orque, dont la tête est encore fumante, et se demande ce qu'il va en faire. Il se souvient que l'incident de l'orque de Girissan était sous embargo médiatique. Il se demande alors s'il est judicieux de divulguer l'information, craignant que la situation ne fasse qu'empirer. Repensant à ce que Miku lui a dit, que les éveillés sont ceux qui ont joué à ce jeu au moins une fois, cela ne peut signifier qu'une seule chose. Il doit y avoir des milliers de personnes qui se sont éveillées. Et même si seule une petite minorité d'entre eux sont des individus comme Hook, ils suffiront à faire s'effondrer le système et les lois pour leur profit personnel et à semer le chaos. Pour l'instant, son plus grand problème est de ne pas pouvoir laisser le cadavre de l'orque à l'abandon. Sinon, il se transformera en une abomination et commencera à s'en prendre aux gens dès demain. Soudain, une idée lui traverse l'esprit. Et si lui-même pouvait devenir un zombie? Même en étant un éveillé, il pourrait potentiellement se transformer s'il était infecté par les spores. Il ne sait plus quoi faire, incapable de prendre une décision. Il ouvre le portail, songeant aux rares survivants. Il est convaincu que le monde mérite une fin digne de ce nom. C'est pourquoi notre héros se met à creuser une tombe pour l'orque qu'il vient d'abattre. Il s'épuise rapidement et se demande comment il parviendra à y faire entrer le corps de l'orque. C'est là que sa nouvelle compétence, volonté de survie, s'active. Déclenchée par son état d'épuisement, elle lui permet d'accomplir cette tâche sur le champ. Le héros se met alors à finir le travail à une vitesse fulgurante, n'ayant d'autre choix que d'aller le plus vite possible. Puis, il jette le cadavre de l'orque dans la fosse, reconnaissant pour cette compétence providentielle. Une fois cela fait, il ouvre le portail et se retrouve projeté dans une voiture en mouvement. Il lui faut un moment pour que les séquelles se dissipent et qu'il puisse reprendre ses esprits. Le lendemain matin, il se réveille en se demandant si la météo qu'il observe est bien réelle. D'après le plan, il aurait déjà dû mettre en place une ligne de défense. Il consulte son téléphone, se demandant si les restes de l'orque rouge ont bien disparu. Il décide de ne rien entreprendre aujourd'hui. Ce n'est tout simplement pas le bon moment pour lui. Il choisit plutôt de jeter un œil aux articles qui lui ont été livrés tôt ce matin. À l'intérieur de la boîte se trouvent l'arsenal dont il a besoin, bien qu'il ne puisse s'en servir que comme d'une simple massue tribale. Cependant, il constate qu'il manque plusieurs articles à l'appel. Il découvre une note expliquant que certains des objets commandés, jugés illégaux, n'ont pas pu franchir la douane. Au moment où il inspecte le matos qu'il a reçu, il entend un autre fourgon de livraison, et leur cri de tout laisser sur le pas de sa porte. On toque à l'entrée, ce qui pousse notre Aga à se demander pourquoi le livreur n'a pas suivi ses instructions. Il tente de le répéter avant d'ouvrir le portail. Ce n'était pas le livreur, mais bien Mi-kyung. Elle se tient là, expliquant que ça faisait un bail et qu'elle voulait discuter d'un truc avec lui. Elle tient un sac de nourriture, et lui demande s'il veut partager un rabakiki avec elle. Plus que 24 jours avant que l'apocalypse ne frappe. Notre protagoniste n'arrive pas à croire que Mi-kyung soit enfin venu chez lui. Visiblement nerveux, il ne peut s'empêcher de rougir. Après qu'elle a servi le repas, elle lui conseille de manger avant que ça ne refroidisse, ce qu'il fait sans discuter. Ils ont vite terminé, et il lui demande de quoi elle souhaitait lui parler. Elle va droit au but, rappelant qu'il avait mentionné son intérêt pour Sura, et qu'elle avait donc des informations cruciales à partager à ce sujet. Clairement, ce n'est pas du tout la conversation que notre garçon imaginait. Il espérait peu être un rendez-vous galant. Mais il se résout à ce que parler de l'apocalypse avec elle soit la meilleure option pour l'instant, car il a besoin de compagnie fiable en ces temps troublés. Elle se met rapidement à débarrasser la table pendant que notre héros prépare la suite. Il a sorti son ordinateur portable. Il lui a même avoué qu'il s'était éveillé, car apprendre la vérité d'une autre manière aurait été désastreux. Il commence par décrire en détail le fléau de métal mortel et le fait que se déplacer en groupe de plus de 6 personnes transforme ce groupe en une cible de choix pour les infecter. Comprendre cette mécanique est vital pour survivre, ce qui en fait la compétence la plus essentielle de toutes. L'unique but du jeu est de rester en vie. Alors qu'il s'apprête à en dire plus, elle l'interrompt. Elle mentionne que ce Kowenokadi Kimba Plove est la cible de nombreuses critiques. Alors, pourquoi ne divulgue-t-il aucune information? Notre garçon n'a pas de réponse claire à sa question, et lui suggère de deviner. Elle suppose que chacun a ses raisons et que les circonstances les justifient. Ensuite, notre héros lui avoue avoir rejeté son offre de le rejoindre, et elle se demande bien pourquoi il a fait ça. Il sort son téléphone pour lui en montrer la raison. C'est un enregistrement où l'on entend parler de s'occuper d'une fille, sous prétexte qu'elle joue les princesses. Entendre de tels propos le fait bouillir de l'intérieur. Il se tourne vers Mi-kyung, l'avertissant que l'apocalypse révélera la véritable nature des gens.
Notre héros lui. Elle conseille de ne faire confiance à personne, mais elle le surprend en lui proposant de former une équipe ensemble. Notre gars reste sans voix, incapable de formuler une réponse. L'un de ses objectifs personnels est d'atteindre le niveau 10 et de débloquer le tir avant la fin du tutoriel, ce qui soulève un dilemme. À savoir, s'il existe un système où le niveau des monstres qui réapparaissent change constamment. Si elle l'accompagnait, elle connaîtrait la plus atroce des morts. Il eut un rire nerveux, se demandant quelle serait sa réaction s'il se transformait en zombie. Elle le rassure, affirmant qu'elle s'en sortirait très bien et active sa capacité spéciale pour se téléporter près de la table à manger. Elle se vante de son pouvoir, qu'elle a baptisé clin d'œil. Elle n'aurait qu'à esquiver s'il venait à la mordre un jour. Surpris par son don, il l'avertit de ne pas l'exposer à n'importe qui, mais elle rétorque qu'elle lui fait entièrement confiance. Avec un éclair de génie, elle suggère qu'il formerait une équipe du tonnerre, à condition de ne pas finir eux-mêmes en zombies. Un peu plus tard, posté près des arbres, il songe à la simplicité déconcertante avec laquelle il a érigé les clôtures. La première étape a été d'enfoncer les poteaux de soutien dans le sol pour les planter solidement. Il a ensuite enroulé le fil de fer barbelé tout autour, le fixant fermement. Après quoi, il a installé des capteurs infrarouges à des points stratégiques, et le tour était joué. Il contemple le travail accompli, se félicitant et se disant qu'une telle besogne mériterait bien au moins un point de dextérité. Seongo se remet en selle, terminant le mortier pour consolider le mur de défense. Il décide ensuite de s'attaquer au déplacement des colis. Après un bon moment d'effort, toutes les caisses sont enfin déplacées. Alors qu'il évalue la suite des opérations, un frisson le parcourt et il éternue. Il prend conscience que le monde extérieur va devenir glacial, et qu'il lui faudra vite un abri. Il doit donc impérativement réfléchir à des contre-mesures. Notre héros observe l'entrée de la grotte et en conclut qu'un simple rideau ne suffira pas, il doit y construire une véritable porte. À chaque nouvelle tâche, sa liste de corvées. Il ne fait que s'allonger. Plus tard, il fait une halte dans un atelier de menuiserie pour fabriquer et acheter divers matériaux. Sur le chemin du retour, il repère les lieux qu'il pillera durant les 5 heures précédentes. La propagation de la funeste peste métallique. En pleine planification, il est interpellé par Young-jun, qu'il n'avait pas vu depuis une éternité. Ce dernier, gérant de salle de sport, divorcé, et père d'une petite fille, n'a pas l'air dans son assiette. Notre protagoniste déchiffre son expression, et elle n'annonce rien de bon. Jung, feignant l'indifférence, ne peut s'empêcher de détailler la nouvelle carrure de son interlocuteur. Notre héros lui demande alors ce qui cloche, ce à quoi l'autre répond, ça se voit tant que ça. Il est au bout du rouleau, persuadé que le monde touche à sa fin. Le protagoniste est abasourdi d'apprendre que lui aussi est au courant. Jun lui demande alors s'il y croit vraiment. Lui-même était sceptique, jusqu'à ce que son ami se mette à l'éviter, à cause du super pouvoir qu'il venait d'obtenir. Le protagoniste ment effrontément, prétendant ne pas être un éveillé. Le gérant du gymnase soupire, déçu de ne pas en être un non plus. Il explique que son ami est maintenant parti à une chaîne de télévision pour monnayer son don. L'homme fait alors signe à notre héros de s'asseoir près de lui, et c'est là que notre garçon comprend que l'existence des éveillés sera bientôt révélée au grand jour. Jung change de sujet, évoquant un événement étrange qui s'est produit, la fusillade du Uedo. Seongo n'en croit pas ses oreilles. Il n'a pas consulté les actualités ce matin-là. Jun l'incite à vérifier les nouvelles, mais l'article a déjà été supprimé instantanément. Visiblement, les médias sont sous contrôle. Désormais sous contrôle. Jung détaille les derniers développements, révélant comment ils ont tenté d'étouffer l'affaire, en faisant porter le chapeau à un soi-disant déserteur. À présent, le périmètre de la fusillade est complètement bouclé. Seule l'armée et les forces de l'ordre y ont accès. Brusquement, notre protagoniste se lève, prétexte une urgence et prend la poudre d'escampette. De retour chez lui, il analyse la situation, une fusillade qui éclate juste après l'incident de l'ORC. Tout porte à croire que le gouvernement est dans le coup. Leur réaction maladroite les a trahis. Il ouvre un dossier sur son ordinateur et lance une vidéo. Notre héros est stupéfait de constater que de nombreuses personnes connaissent la nature exacte du phénomène précurseur. Il a beau avoir neutralisé l'ORC, la fusillade a éclaté précisément au même moment. En plein remue-ménage, il se demande si une taupe n'a pas vendu la mèche au gouvernement, qui tenterait de prendre les devants, en agissant dès le premier signe avant-coureur. Et peut-être qu'ils n'ont pas encore montré les crocs car ils manquent de capacité offensive. Il ignore de qui il s'agit, mais il est convaincu qu'une éminence grise tire les ficelles derrière le gouvernement. Seongo se creuse la tête pour identifier cette personne. Ses recherches l'ont mené à une courte liste de 3 joueurs vétérans. Après mûre réflexion, il a écarté la piste du créateur du jeu. Vu que ces événements transposent les mécaniques du jeu dans la réalité, il serait logique de soupçonner les créateurs d'être les antagonistes. Cependant, si ces antagonistes avaient le soutien du gouvernement,
On ne l'aurait jamais laissé s'occuper de l'ORC. Il esquisse les portraits des 3 principaux suspects. Il songe au survivant numéro 1. Si sa théorie tient la route, il n'a aucune raison de partager ces informations avec les autorités. Notre héros bascule sur sa chaise, se demandant si le survivant numéro 1 est bien celui qu'il pense. Ses anciens compagnons de jeu lui manquent, et il décide de leur accorder le bénéfice du doute pour le moment. De toute façon, à ce stade, partager des informations n'empêcherait en rien la catastrophe imminente qui se prépare. Il choisit donc de ne pas intervenir pour l'instant. 2 jours plus tard, sa porte blindée est installée et son garde-manger est enfin prêt. Le premier abri est désormais opérationnel. Il prévoit d'installer 2 unités de stockage logistique avant de s'attaquer au mur. Mais l'espace disponible est bien plus restreint que ce qu'il avait anticipé. L'étanchéité du sous-sol est terminée, et il avance sur le reste, étape par étape. Il prend du recul, persuadé qu'il trouvera une solution une fois la consolidation achevée. D'ici là, une tâche cruciale l'attend, cartographier les environs avec son drone. Pendant l'opération, casque de réalité virtuelle sur la tête et drone fendant les airs, il repère son abri en contrebas et commence à scanner les alentours. Grâce à son appareil, il découvre des étendues de neige au nord-ouest et un océan au sud. L'océan semble dépourvu de créatures hostiles mais riche en proies. Il décide donc d'y installer des nasses pour pêcher. Il a ensuite inspecté la vallée pour analyser en détail l'écosystème qui entoure son refuge. Soudain, il avise l'endroit où il avait enterré Libour, mais la carcasse s'est volatilisée. Il se demande si la grosse boule de poil l'a dévoré. Il ne tire aucune conclusion hâtive, car une multitude d'empreintes jonchent le sol. Le fait que la plupart soient des traces d'orques rend la chose encore plus louche. La présence d'orques éveille sa méfiance. Il mesure la distance entre la vallée et son abri, qui est d'environ 1,5 km. Ce qui confirme que son refuge est bien plus exposé qu'il ne l'imaginait. Conscient que les gobelins sont dans les parages, il décide de rapatrier son drone au plus vite, car il ne peut absolument pas se permettre de le perdre. Il a réussi à esquisser une carte précise et à identifier le type de faune qui peuple la forêt. La prochaine étape est claire. Il doit inspecter personnellement chacune de ces zones. En commençant par le marais le plus proche, il espère y trouver une terre cultivable. C'est alors que, soudainement, son capteur infrarouge s'affole. Il sort, le doute n'est plus permis. Des gobelins rôdent, leurs empreintes fraîches marquant le sol. Notre héros s'y attendait, ce qui transforme cette menace en une opportunité en or. Il se demande si c'est l'effet de sa statistique de perception, récemment améliorée. Le moindre bruit lui parvient avec une clarté déconcertante. Après quelques instants, il parvient à localiser les gobelins tout en restant dissimulé. L'angle pour une embuscade parfaite s'offre à lui. Il dégaine alors sa lance et frappe avec une précision mortelle, visant la tête du premier gobelin. La créature s'effondre, et notre héros est aussitôt repéré par les autres qui chargent sur lui pour l'assaillir. Mais il ne se laisse pas déborder, et se débarrasse rapidement des premiers, comme s'il s'agissait d'une simple formalité. Il en élimine 4, puis se tourne vers les 4 derniers. Notre garçon se retrouve encerclé, mais il sort un atout de sa poche, un objet qui met instantanément les gobelins à genoux. Profitant de leur vulnérabilité, notre protagoniste sort son couteau et achève le travail d'un geste rapide. Il a su exploiter l'épuisement des gobelins pour remporter une victoire si nette qu'il a lui-même du mal à y croire. Désormais, il ne reste plus que 21 jours avant l'apocalypse. Alors qu'il s'échine à creuser le sol, notre héros sent la fatigue l'envahir. Quand soudain, son trait spécial s'active, et son corps retrouve toute son énergie. Il comprend alors que cette compétence est loin d'être inutile. Finalement, après un bon moment d'effort, il termine d'enterrer les dépouilles des gobelins. Il peut enfin s'intéresser au butin récupéré. Il commence par le fruit guaca, qui est une aide précieuse pour restaurer la vigueur. Il trouve aussi une grande quantité d'huile végétale, ce qui l'amène à penser qu'une culture doit se trouver non loin de là. En fouillant la poche du chef gobelin, il a la surprise de découvrir un crapaud bien vivant. L'amphibien est d'une couleur bleue éclatante, et notre héros se demande bien pourquoi transporter un crapaud vivant plutôt qu'un mort. Soudain, le crapaud se met à sécréter une substance et notre garçon comprend aussitôt, il s'agit du poison paralysant qu'utilisent les gobelins. Sur le champ, notre héros prend une décision. Il doit élever ce crapaud, quoi qu'il en coûte. Non seulement il le trouve adorable, mais en extrayant son venin, il pourra développer une résistance en se l'injectant à petite dose. De plus, avec ce poison paralysant, la chasse deviendra un jeu d'enfant. Notre héros baptise alors le crapaud Jodoc, avec la ferme intention de bien le nourrir. Le système lui envoie aussitôt une notification, le crapaud est désormais sa propriété. Il se demande s'il s'agit d'une sorte de fonctionnalité secrète implantée dans la réalité. Il se perd un instant dans ses pensées, analysant la situation sous tous les angles. Suite à cela, notre
Hero reprend son exploration et active la porte dimensionnelle. Grâce à elle, il effectue plusieurs allers-retours et parvient à achever sa réorganisation. Une fois cela fait, il se lance sans tarder dans l'inspection des alentours et découvre une source d'eau qu'il avait manqué par accident avec son drone. En inspectant l'eau, il constate que c'est une source tout à fait normale et qu'il n'y a absolument aucun danger. Sa surprise est totale lorsqu'il découvre une cachette à 2 pas de son refuge, et juste derrière la source, il tombe sur un avocatier et des bourgeons d'huile végétale. Notre héros se réjouit de cette trouvaille et récolte une quantité généreuse de ces précieux bourgeons. Suite à cela, il prend soin de marquer les arbres sur son chemin afin de ne pas perdre la trace de cet emplacement et prend le chemin du retour vers son appartement. Une fois rentré, il s'occupe de nourrir son nouvel animal de compagnie, Jodok. Pour l'instant, il garde la créature dans l'appartement du 2e étage. Il ne pouvait pas se résoudre à laisser Jodok dans la cachette, car il était mourant. Mais au-delà de s'occuper de son protégé, d'autres tâches l'attendaient. La plus longue d'entre elles fut la préparation de la pommade, et il s'est retrouvé à en fabriquer bien trop par accident. Maintenant, il ne sait plus quoi en faire. Impossible d'en donner à Miku, car elle aussi est une personne éveillée. Il décide donc d'en proposer à Young. Arrivé chez son ami, il partage une boisson protéinée avant de lui offrir la pommade, ce qui laisse Young perplexe. Il lui demande ce que c'est. Notre héros prétexte en avoir acheté en trop grande quantité et que c'est excellent pour soigner les blessures. Young le taquine en lui demandant s'il s'est reconverti dans le marketing, quelle ironie. Malgré la plaisanterie, Young est sincèrement reconnaissant pour la pommade et pour les informations sur ça qu'il lui a transmises. Notre héros, en retour, le remercie de l'avoir prévenu pour la fusillade. Il remarque alors que la salle de sport est étrangement silencieuse. Son ami lui explique que tout le monde est parti élaborer des stratégies après que le type de la diffusion a partagé les infos qu'il détenait. C'est pourquoi il a décidé d'établir une base ici même. Notre héros le met en garde, lui rappelant qu'un groupe trop nombreux attire le danger, mais Young refuse catégoriquement d'abandonner les siens. Sa loyauté envers eux est sans faille. La conversation se poursuit, et Young se demande ce que Sungo a l'intention de faire, mais ce dernier esquive la question. Soudain, un cri retentit, et Su reconnaît cette voix. Il se penche, regarde en bas de l'immeuble et aperçoit Mi-kyung à terre. Ils se précipitent tous les deux à son secours, se demandant ce qui a bien pu se passer. Elle leur explique qu'elle a été attaquée, mais sans avoir pu voir son agresseur. Young fonce immédiatement inspecter les abords du bâtiment et toute la zone, malgré les tentatives de notre héros pour le retenir, et l'empêcher de sortir pour l'instant. Pendant ce temps, notre protagoniste reste auprès de Mi-kyung, qui lui explique que tout est devenu noir d'un coup. Elle n'a absolument rien compris à ce qui venait de se produire. En entendant ces mots, un frisson parcourt l'échine de notre héros, qui comprend aussitôt la situation. Il l'exhorte à utiliser sa capacité de clignement sans hésiter la prochaine fois que quelque chose de semblable se produira, car ils ont commencé à agir. Il l'assure également qu'il lui fera parvenir très vite un kit d'autodéfense et lui recommande la plus grande prudence désormais. Il ne reste plus que 20 jours avant que l'apocalypse et ne frappe. Cela lui rappelle un vieux mème célèbre. Si 5 personnes se réunissent, il y en a forcément une qui est complètement à côté de la plaque. Les trolls, on en trouve partout dans le monde, et particulièrement dans Sura. Dans ce jeu, il existe des mesures contre l'interférence, mais la réponse des développeurs au signalement est toujours la même. Ne nourrissez pas les trolls. Dans Sura, ces fameux trolls rejoignent une équipe en se faisant passer pour des joueurs lambda, avant d'attirer tout le groupe dans une zone infestée de ces monstres capables de décimer une équipe entière. Leur méthode était rodée. Appâter les novices avec une fausse bienveillance pour mieux les éliminer. Plus tard et s'emparer de leur équipement. Ces trolls usaient de toutes les ruses pour semer la zizanie entre les groupes, les poussant à s'entretuer. En à peine un an, leurs actions ont torpillé la réputation déjà fragile du jeu. Le nombre de joueurs actifs a même chuté à seulement 4, et ce n'est pas un hasard. Car l'équipe de Seongo avait fait le ménage parmi les trolls restants. Notre héros se demande un instant à quoi bon ressasser tout ça, avant de synthétiser les informations qu'il a collectées. Tout ce qu'il a découvert jusqu'ici. Les communautés d'éveillés se sont unies après l'incident de la fusillade, ne se limitant plus à échanger des informations mais élaborant désormais des stratégies communes. Il interrompt sa réflexion en plein élan, découvrant que certains vendent même ses propres vidéos. En poursuivant sa navigation, notre protagoniste fait une découverte bien plus troublante. Il apprend que son propre coéquipier, Dajuzam, était en réalité un troll. Sa stupeur est totale lorsqu'il tombe sur la miniature d'une vidéo de ce dernier, annonçant fièrement qu'il se fait carry par Kimbabo. Seongo se demande aussitôt si ce troll n'essaie pas d'appâter d'autres joueurs avec une vidéo savamment montée. Étonnamment, il ne peut s'empêcher d'admirer la ruse de Dajuzam, qui est d'ailleurs acclamé pour son esprit retors.
Il s'étire, résolu à s'entraîner davantage pour pouvoir faire face à ce genre d'individu. Au cours des 13 jours qui suivent, chaque instant de libre est consacré à l'étude. Notre héros potasse sans relâche le maniement des armes et les consacrer, techniques applicables en combat réel, s'inspirant d'une chaîne de survie en ligne, nommée MEUB. D'un autre côté, pendant cette période, il a été témoin d'attaques de monstres visant y compris les planques les plus sûres. De plus, il a remarqué qu'un certain nombre de stratégies et d'armes ne prenaient pas en compte la terrible maladie filaire. Par conséquent, après s'être entraîné sans relâche pendant ces 13 jours, Seongo se sent enfin prêt à choisir son arme principale. Une arme qui doit être efficace même si la maladie filaire se déclenche, tout en étant redoutable en combat contre les humains et pour l'élimination des monstres. Il inspecte son inventaire et y trouve une massue de guerre amérindienne, une fronde en bois, des billes d'ocre et une hache en pierre artisanale. Malheureusement, aucune ne semble parfaitement correspondre à ces critères. Dans un premier temps, notre protagoniste décide de tester la fronde. Son utilité est indéniable dans de nombreuses situations, cependant, l'efficacité des billes d'ocre reste limitée en raison de leur faible puissance d'impact. Il se tourne alors vers la massue de guerre amérindienne. Il raisonne qu'à partir du moment où l'on accepte la maladie filaire comme une fatalité, il n'y a plus lieu de s'inquiéter outre mesure. Le moyen le plus direct de neutraliser un zombie est de pulvériser le siège de sa conscience à l'intérieur du crâne, à l'aide d'une arme contondante. Il se souvient d'ailleurs que la toute première arme qu'il avait prévu d'acheter en atteignant le niveau 10 était un objet de ce type, une massue en bois brut. C'est précisément pour cette raison qu'il était essentiel pour lui de parfaire sa maîtrise de ce type d'arme. Mais aujourd'hui, Seongo s'interroge. Cette massue amérindienne est-elle aussi efficace contre des adversaires humains? La réponse lui semble ambiguë, car il imagine mal comment gérer un éveillé de type psychique avec ça. Il sait que dans ce monde de survie, éliminer un autre humain rapporte 50 points. Le système de meurtrier, qui déclenchait des duels à mort avec les joueurs à proximité si l'on était marqué comme tel, était censé empêcher les massacres gratuits. Bien qu'il sache, de nombreuses personnes n'hésiteront pas à éliminer d'autres utilisateurs pour amasser des points, même en dépit des risques, subissant des désagréments. Pendant ce temps, il pulvérise le mannequin d'entraînement avec sa masse de guerre tribale. Il prend la résolution de se tenir à l'écart de ce type d'individu, tant qu'il n'aura pas fini de parfaire son arsenal et ses compétences. Après une séance d'entraînement acharnée, notre héros s'éponge le front, déjà en train de planifier le démantèlement complet du magasin. Mais un hurlement tout proche le coupe net dans son élan. Stupéfait, il se fige, se demandant si l'une des créatures s'est blessée aux abords de sa planque. Peu après, Seongo tombe sur le loup, une bête bien plus imposante que la normale. On pourrait presque le chevaucher. Le système affiche son nom, loup gris, mais en l'examinant de plus près, il constate qu'il ne respire plus. Serait-ce un loup solitaire ou une bête qui a cherché refuge près de sa cachette après une attaque? Afin d'en savoir plus, notre protagoniste entreprend d'inspecter les blessures de l'animal. Pourtant, surgissant de nulle part, un jeune louveteau lui fonce dessus. Seongo comprend alors que la louve inerte est en réalité la mère du petit, qui s'interpose courageusement pour la protéger. Il est désemparé, ne sachant comment réagir, car il ne peut se résoudre à user de la force pour l'écarter de sa mère. Saisissant une pelle, notre héros prend une décision. Il va enterrer la louve sans tarder. Tout en creusant la fosse, il songe que si cette créature était un monstre, elle se changerait en rampeur d'os. Sinon, sa carcasse attira d'autres prédateurs. Une fois le trou prêt, il aperçoit le louveteau somnolent près de sa mère, une vision qui lui rappelle sa propre jeunesse. Et Mangshi, le chien qu'il a élevé autrefois. Délicatement, il prend le petit loup dans ses bras, lui expliquant que sa mère va dormir ici. Désormais. Il ajoute qu'il pourra lui rendre visite quand il le voudra, car il compte aménager une chatière dans la porte de l'abri. Sur ce, Seongo tend un morceau de viande au louveteau, lui promettant de veiller à ce qu'il ne manque jamais de rien jusqu'à ce qu'il soit grand. En échange, il sollicite son aide, comptant sur son flair exceptionnel. Lorsqu'il lui demande son accord, le petit loup répond par un jappement joyeux et un son doux. Notre protagoniste le baptise alors Dingo en lui tapotant la tête. Aussitôt, une fenêtre système apparaît, l'informant qu'il a réussi à communiquer avec le loup gris et que ce dernier, Dingo, est désormais considéré comme sa propriété. Il ne reste plus que 10 à 9 jours avant le début de l'apocalypse. Seongo consacre son temps à l'entraînement de Dingo. Il lui demande de répéter les exercices qu'il vient de lui apprendre. Quand notre héros lui demande la patte, Dingo la pose aussitôt dans sa main. Ensuite, le louveteau court sur commande, s'assoit, se couche et garde le silence, obéissant à chaque instruction de son maître. Enfin, il lance un gros os en l'air et Dingo il se sent satisfait, remarquant sa vitesse d'apprentissage fulgurante, un avantage probablement lié à son origine d'un autre monde.
Il songe à son flair surdéveloppé, une compétence de pistage incroyable, et considère Dingo comme son véritable porte-bonheur, et sa plus grande bénédiction. Il témoigne son affection à son adorable compagnon d'un baiser et s'apprête à parler, mais il est interrompu par son téléphone qui se met à sonner. En le consultant, Seongo découvre un message de Young, lui suggérant de faire des recherches sur la lévitation sur Internet. Quelques instants plus tard, notre héros tombe sur un article traitant d'un individu surnommé le premier surhumain. Une publication prétend que des zombies et des monstres vont bientôt apparaître et semer le chaos. Cet article est rapidement devenu viral. Dans les commentaires, le scepticisme domine, beaucoup accusant la chaîne de diffusion de manigancer tout ça pour l'audimat. Il remarque que si de nombreuses personnes ignorent tout de ces menaces, les initiés, eux, sont clairement en état d'alerte dans la section des commentaires. Il trouve paradoxal de voir comment certains s'énervent quand peu d'informations sont révélées, tandis que d'autres s'emportent lorsque ce fait qu'ils savent est finalement partagé. Notre protagoniste se demande alors quelle sera la réaction du gouvernement. Il sait que des groupes organisent déjà des rassemblements sur ce choc et les super-pouvoirs, mais il se reprend, choisissant de ne pas se mêler de ces histoires. Bien qu'il pressente que le gouvernement n'agira qu'après le second présage, l'événement des gobelins H, Shango décide de ne plus perdre un instant. Il annonce à Dingo qu'à compter de ce jour, leur exploration commence. Au plus profond de lui, notre garçon sait qu'une préparation méticuleuse est leur seule chance de survie, et Dingo semble trépigner d'impatience. Plus tard, il pénètre dans le monde du portail, et Xango songe aux raisons qui l'ont poussé à choisir l'exploration interdimensionnelle avec Dingo. Il lui fait renifler une petite sacoche et lui ordonne de la retrouver. La première raison de ce genre d'expédition est de s'entraîner pour l'imminent événement des gobelins H, car il est crucial que Dingo mémorise parfaitement l'odeur de ces créatures. Pendant ce temps, Dingo aboie, ayant déniché la viande dans les fourrés, et notre héros est fier qu'il l'ait pisté à partir d'une simple trace olfactive. La deuxième raison est de vérifier si Dingo peut garder son sang-froid en situation de combat réel et obéir aux ordres. Il lui fait alors un signe, et le loup s'élance aussitôt. Avec une précision redoutable, Dingo débusque un lapin dans les hautes herbes, ce qui lui vaut les félicitations de son maître. La troisième. La raison de cette exploration est de s'assurer que la chasse est viable dans cet autre monde. Seongo s'approche de Dingo pour examiner sa prise, observant le lapin sans vie et remarquant ses griffes acérées et sa taille imposante. Ensuite, notre garçon et son jeune loup poursuivent leur exploration. Tout en marchant, ils se demandent comment la cognition de Dingo se traduirait en tant que statistique. Ils décident de mettre le cap sur la vallée pour en avoir le cœur net. C'est alors qu'une fenêtre système apparaît, l'informant que la santé de Dingo a augmenté d'1 point. Se rappelant que sa propre statistique de santé face à un buffle était de 170, notre héros est épaté par la vitesse de progression de Dingo. Soudain, Dingo se met à tousser et notre protagoniste se hâte de lui donner de l'eau. Il rappelle à son compagnon de ne jamais s'aventurer seul dans les bois. Pendant que Dingo boit, notre garçon repère un gros poivron vert non loin et se demande si c'est ce qu'il a mangé. Le système lui révèle qu'il s'agit d'un poivron taureau. Seongo est ravi de cette trouvaille et félicite Dingo, lui promettant une montagne de friandises pour plus tard. Ils se mettent à creuser pour déterrer le poivron taureau. Enfin, ils se préparent pour leur dernière chasse de la journée. Tous deux sont assis sur des rochers, près d'un ruisseau. Cette fois, Dingo ne perçoit aucune odeur ou présence suspecte. Au fond de lui, le garçon songe que ces truites rouges, loin d'être des monstres, ne rapportent ni point d'expérience ni butin. Néanmoins, il juge crucial que le jeune Dingo gagne en expérience, une ressource inestimable. Une fois la chasse à la truite rouge achevée, notre protagoniste se résout à finaliser les préparatifs de la phase 2 avant de regagner ses pénates. Le jour suivant, une scène de désolation l'attend. Son restaurant est entièrement rasé. Le chef de chantier informe notre héros de le contacter sous 3 jours en cas de problème avec les travaux. Il exprime sa sincère gratitude aux responsables pour s'être mis à l'œuvre aux aurores. Inspirant profondément, il ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de nostalgie en contemplant le lieu en ruine, tout en sachant que c'était un mal nécessaire. Pénétrant dans les décombres, Seongo imagine qu'après l'apocalypse, ceux qui n'auront pas succombé à la zombification s'en prendront sûrement au commerce. Il doit bien admettre qu'il agirait de la même manière. Il n'a donc aucune légitimité à s'en plaindre. Au moment où il s'attelle au nettoyage, Young surgit dans son dos, le regard balayant la pièce désormais vide. Young fait remarquer qu'il n'a conservé que le strict nécessaire en termes d'équipement. Alors que notre héros s'interroge sur la présence de Young, celui-ci lui donne une pichenette sur le front. Furieux que Seongo soit parti la veille sans même un mot. Young déclare alors être simplement venu s'assurer que Seongo était toujours de ce monde. Pendant ce temps, Dingo observe.
Young d'un œil glacial. Young se demande si Seongo a toujours eu un chien, mais ce dernier lui explique que son ancien compagnon est parti depuis bien longtemps. Il s'agit de mon nouveau compagnon, ajoute-t-il, ce à quoi Young répond en trouvant le loup adorable. Seongo lui demande à nouveau la raison de sa venue, et Young insiste, affirmant être seulement passé prendre de ses nouvelles. Notre héros n'en croit pas un mot. Young finit donc par avouer une autre raison de sa visite. Il admet son inquiétude, mais surtout, il révèle avoir identifié les responsables de l'agression de Mi-kyung. À cet instant, il ne reste plus que 10 à 7 jours avant le déferlement de l'apocalypse. Attablé avec Young, Seongo apprend que le groupe mené par Kim Cheol-jun, cet homme, reconnaissable à son éternel chapeau, avait en réalité Mi-kyung dans son viseur. Young précise également que le type de la dépanneuse, que notre héros ne porte pas dans son cœur, fait aussi partie de leur bande. Il désigne alors les montagnes au loin, et demande si la zone au pied de la montagne est bien celle où le projet de réaménagement a été stoppé, ajoutant que leur planque se trouve précisément là. Notre protagoniste, perplexe, se demande comment Young a bien pu découvrir tout ça. Ce dernier explique que les pièces du puzzle se sont simplement emboîtées. Il raconte que Jin Seong, un individu plutôt fuyant, est récemment apparu dans une émission de divertissement et que Young l'avait confronté directement. Jin Seong a alors révélé avoir côtoyé le groupe de Kim Cheol-jin par le passé, mais que ses membres étaient tous détestables. C'est pourquoi Jin Seong a refusé de se joindre à eux, rebuté par leur personnalité toxique. Suite à ce qui est arrivé à Mi-kyung, toutes les 20 femmes du groupe ont commencé à déserter. Interrogées sur les raisons de leur départ, elles se sont contentées de dire qu'elles avaient reçu des propositions d'autres groupes d'éveillés. Young demande alors l'avis de Seongo, et notre héros répond qu'à la différence de Mi-kyung, les autres femmes ont probablement été contraintes ou piégées pour les rejoindre. C'est alors que Young révèle soudain que leur propre groupe n'est désormais plus composé que de 4 membres, lui y compris, une révélation qui laisse Seongo sans voix. Notre gars se rappelle qu'ils étaient 20 membres il y a à peine quelques jours. Young, lui, reste évasif. Mais il pige bien que leur clan est réduit à seulement 2 éveillés. Shango a du mal à encaisser, se souvenant de tout ce qu'ils avaient fait pour eux. Rendu des services à ces mecs qui ont quand même décidé de se faire la malle. Pourtant, Young reste de marbre, expliquant à notre protagoniste que c'est la loi de la jungle, tout simplement. Ces types ne pensaient qu'à leur propre peau. Pire encore, Young avoue qu'il se fait du souci pour la petite J, craignant qu'elle ne recontacte son ex-femme. Notre héros reste impassible, sachant très bien que leurs histoires sont complètement différentes et il veut vérifier si son intuition est la bonne. Il a besoin de poser à Young la question qui lui brûle les lèvres. Notre protagoniste se demande ce qui se passerait si l'apocalypse tournait vraiment au vinaigre et que des gens se mettaient à menacer Young, que ferait-il? Mais avant même qu'il finisse sa phrase, Young le coupe, cache. Il n'hésiterait pas une seconde à les buter. Young précise qu'il a pour principe de ne pas faire de mal aux autres, mais dans une situation de chaos sans foi ni loi, il n'y aurait pas d'autre option. Il est convaincu qu'à une telle époque, il n'y a pas de place pour les mauvaises graines. Puis, curieux, il lui demande pourquoi il pose une question pareille, soulignant que ça ne lui ressemble pas du tout. Notre gars esquive la question, et c'est à ce moment précis qu'un appel au secours retentit. Le cri strident s'échappe du portable de notre héros. Young se demande si c'est un gamin paumé, mais Seongo jette un œil à la carte et demande à Young de veiller sur Dingo le temps qu'il revienne. Ailleurs, Mi-kyung se retrouve encerclée par une bande de sales types, et c'est bien elle qui a envoyé le signal de détresse. Le tortionnaire du coin, Onok, se fout de la gueule de Mi-kyung en lui demandant d'arrêter son cinéma et de descendre de là. Pour toute réponse, Mi-kyung reste plantée au bord du toit, hurlant qu'elle a déjà dit non mais qu'ils n'ont pas arrêté de la traquer. Elle exige de savoir pourquoi ils lui font ça. Onok la presse de bien réfléchir. Mais Kim Seol et Majomin s'avancent, insistant pour régler ça à leur façon et lui rappelant que comme ils sont dans une zone désaffectée, personne ne viendra jamais secourir Mi-kyung. Kim Seol lui balance de ne pas gâcher sa salive et lui rappelle qu'ils ont tous des pouvoirs spéciaux. Et là, le compte à rebours commence. Pendant ce temps, notre héros, planqué dans l'ombre d'une ruelle, prépare son arsenal. À 2, il balance un projectile sur Kim Cheol. Et à 3, Kim Cheol se le prend en pleine poire. Toute la bande est sous le choc, cherchant à comprendre d'où vient l'attaque. Soudain, notre protagoniste débarque, le visage masqué par un casque, et fonce frapper le premier venu, hésitant à révéler qui il est vraiment. Armé de sa massue de guerre, Seongo fracasse le premier type avec une force brute, puis enchaîne direct sur un autre membre. Ce dernier dégage une aura sombre, ce qui fait tiquer notre héros qui devine un pouvoir de brouillage de vision. Mais il réussit à le cogner malgré tout. Le souffle court. Notre héros croise le regard de Mi-kyung qui lui hurle de faire gaffe. Il se
pivote juste à temps pour voir Kim Cheol foncer sur lui, battre en avant, et lui exploser son casque. Seong-go est sonné par la violence destructrice du coup. Au même instant, Kim Cheol le reconnaît, mais notre gars est déjà en train d'analyser la situation, reconnaissant que le pouvoir offensif de Kim Cheol est d'une puissance affolante, même à son premier stade. Cheol menace de paralyser notre héros, mais les membres de son groupe se dressent pour le défendre, prêts à tout donner, même s'ils ne sont pas des éveillés. L'un d'eux fonce sur notre héros, le corps crépitant d'électricité, tout en se moquant de lui. Seong-go est désemparé face à son adversaire qui déploie toute sa puissance, et il hésite à utiliser sa porte dimensionnelle. Au moment précis où l'assaillant va frapper, Dingo surgit et lui mord le bras. C'est alors que Young sort d'une ruelle, demandant si c'est bien raisonnable de faire ça en plein jour. Il leur conseille de déguerpir s'ils ne veulent pas de problème, menaçant d'appeler le 1-7 ou le 112. Face à la menace, toute la bande préfère se retirer pour le moment. L'un d'eux marmonne qu'ils ont l'air faibles, mais qu'ils font toujours les malins. Juste après, Mikyom arrive et prend aussitôt la tête de notre héros entre ses mains pour vérifier s'il va bien. Elle remarque que son casque est fissuré et lui propose de le porter sur son dos. Les voyant si inquiets pour lui, Seong-go repense à ses anciens compagnons du jeu. Lorsque Mikyom lui suggère d'aller à l'hôpital, notre protagoniste refuse, insistant sur le fait que tout va bien. Il demande ensuite à Young s'ils peuvent accueillir Mikyung dans leur groupe. Young répond que ça ne pose aucun problème, du moment que Mikyung est d'accord, et elle accepte avec joie. Sur ce, notre héros s'éclipse en disant qu'il a des choses à faire, tandis que Young et Mikyung se demandent pourquoi il a une réaction si étrange. Une fois rentré chez lui, notre héros se concentre pour maîtriser ses émotions et planifier la seconde phase de ses préparatifs. Son départ précipité était nécessaire. Voir Young et Mikyung ensemble lui a confirmé qu'il pouvait leur faire confiance et leur révéler le secret de ses capacités. Mais sa décision était déjà prise. Pour tirer le meilleur parti de sa porte dimensionnelle, notre héros doit monter en niveau rapidement et se concentrer sur l'acquisition de compétences et le farm. L'idée de les écraser grâce à la puissance des objets résonne encore plus fortement en lui depuis son combat contre le gang de la montagne. Il réalise que s'il se prépare pour l'apocalypse comme prévu, il y vivant Zima aura un écart de 3 niveaux ou plus, ce qui renforcera les monstres réapparaissant près de lui, et rendra la coopération avec ses deux amis plus difficile. Il continue donc de travailler jusqu'à terminer l'installation d'un poêle à bois dans sa planque, sachant que ça l'aidera à bien dormir la nuit. Dingo semble apprécier, lui aussi, dormant profondément à côté du poêle. Désormais, notre protagoniste n'a plus que quelques éléments à installer avant leur arrivée, et la configuration de base de sa planque sera alors presque terminée. Déterminé, il décide de passer une nuit blanche. Suite à ça, il ne reste que 6 jours avant l'apocalypse. Un présentateur du journal télévisé informe les téléspectateurs au sujet de l'astéroïde repéré plus tôt. D'après le rapport, la HSA a annoncé que Yunjabi est entré au cœur du système solaire. La HSA surveille sa trajectoire de très près, mais la météorite a été fragmentée par la gravité de Jupiter. En réaction, le chef du département d'observation des météorites, Thomas Chandler, informe le public que les deux fragments, Yunjabi alpha et bêta, n'ont aucune chance d'approcher la Terre. Cependant, Seong-go, lui, se souvient bien que, au jour J-5, soit 5 jours avant l'apocalypse, Yunjabi bêta fut le premier à chuter. Son point d'impact se situait non loin d'un navire russe en plein océan, et le tsunami qui s'ensuivit projeta le bâtiment à terre, dans le port de Ganchon. C'est de cette manière que les morts-vivants firent leur première apparition en Corée. Le présentateur des nouvelles enchaîna sur le compte-rendu de l'incident de la fusillade. Le président Jang Gaka, reclus dans sa résidence depuis une semaine, a poussé les leaders de l'opposition à publier un communiqué commun, confirmant leur accord pour la tenue d'une audience. D'aucuns murmurent déjà que tout ceci est lié aux rumeurs concernant les éveillés et la catastrophe imminente. Entendant cela, le jeune homme dut se rendre à l'évidence. C'était véritablement la fin du monde. Il se dit que c'était une bonne chose que les médias se penchent enfin sur le sujet, concluant qu'il serait plus ardu pour les éveillés de manigancer leurs mauvais coups désormais. Il décida ensuite de sonder la réaction de la communauté, en ligne depuis son ordinateur. En parcourant la section des commentaires, notre protagoniste vit que les gens partageaient des avis très tranchés sur la situation. Par un heureux hasard, il tomba sur un commentaire de Mon Rêve et se demanda si cet utilisateur était actif depuis le tout début. Mon Rêve était un joueur réputé pour sa bienveillance envers les novices, et le groupe de Seong-go avait d'ailleurs fait équipe avec lui à quelques reprises. L'ambition de Mon Rêve était de bâtir un bunker et si notre héros n'avait pas son portail, il aurait sans doute été tenté de se joindre à son projet. Il décida de n'établir aucun
Contact à moins que ses amis vétérans ne rejoignent mon rêve, mais il marqua tout de même le commentaire en favori. Pour une consultation future. Une fois son ordinateur éteint, notre protagoniste brûlait d'envie de commencer la construction de son second abri. Le lendemain, Seongo se tenait devant sa planque, réalisant qu'il était donc possible de survivre à 2 nuits blanches consécutives. Bien qu'exténué, la vue de l'extérieur enfin terminée lui redonna un coup de fouet. Il était temps de s'attaquer à l'exploitation de l'électricité fournie par les panneaux solaires. Pour faire simple, plusieurs étapes de câblage étaient nécessaires pour rendre le courant compatible avec ces appareils. Heureusement, lorsque notre jeune survivant brancha son téléphone, celui-ci se mit à charger. Il leva les bras au ciel, victorieux, proclamant qu'il venait de poser les fondations de sa survie dans ce nouveau monde. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une agréable montée de dopamine. La veille, il avait également mis la main sur des pierres lumineuses et des pierres à feu. Et en creusant plus profondément, il avait déniché un minerai plus dur et plus tranchant que l'obsidienne, baptisé émérie. Même si son utilité restait à prouver, il se dit que c'était toujours mieux que rien. Alors qu'il s'apprêtait à installer des lumières pour l'aider à dormir, il devait d'abord organiser les provisions dans le cellier. Soudain, un bruit sourd venant de la direction de Dingo attira son attention. Se ruant à l'extérieur, il découvrit Dingo faisant face à des loups à crinière, un type de monstre qu'il connaissait grâce à Sora. Il se demanda ce que ces créatures, normalement cantonnées aux hautes altitudes, faisaient ici. En observant la fureur de Dingo, notre héros eut le terrible pressentiment que ces loups étaient ceux qui avaient pris la vie de la mère de son compagnon. Il tenta de calmer Dingo, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas affronter toute la meute pour l'instant. Le moindre mouvement de sa part pour aller. S'il tente de trouver une meilleure arme, il offre son dos en pâture, une erreur qui pourrait lui coûter la vie. Par conséquent, notre héros choisit de focaliser toute son attention sur le chef de meute, le loup alpha. Car il sait que si le roi tombe, l'armée se disperse. Sans l'ombre d'un doute, il étudie la prudence extrême de la meute et constate qu'aucun loup n'ose bouger une patte avant que le mâle dominant ne donne le signal. C'est alors qu'il se demande s'ils sont capables de lancer une attaque coordonnée. Il remarque aussi que l'odorat de ces bêtes est d'une finesse redoutable. Le moindre effluve ne leur échappe pas. Par chance, Songo a sur lui une bombe au poivre de Cayenne. S'il parvient à en asperger l'alpha, il aura une chance de le repousser loin de son refuge. Des perles de sueur froide glissent sur son front alors qu'il pèse le risque d'être mis en pièces avant même d'avoir pu esquisser le moindre geste. Comment créer une diversion pour frapper avec son spray? Soudain, un éclair de génie traverse son esprit, une stratégie qui lui semble parfaitement réalisable. Résolu à protéger la forteresse qu'il a érigée. De ses propres mains, notre jeune héros se met en position. Sans une seconde d'hésitation, il projette un couteau vers le chef, mais la bête l'esquive avec une agilité déconcertante. Le prédateur bondit alors sur notre héros, mais au moment où il se jette sur lui, Shango entr'ouvre la porte et, profitant de cette ouverture, asperge la créature en plein visage. L'alpha, aveuglé et fou de rage, perd tout contrôle, et notre protagoniste lui plonge sa lame dans l'œil. Ce coup décisif provoque la débandade de la meute. Notre héros s'effondre, le souffle court, ayant frôlé la mort de très près. Dingo s'approche pour le réconforter, et Songo. Il lui caresse la tête avec gratitude. Il fait alors la promesse à Dingo qu'un jour, il obtiendra vengeance pour sa mère. Sur cette parole, il ne reste plus que 15 jours avant que l'apocalypse ne s'abatte sur le monde. Voilà, c'est ainsi que se termine ce chapitre. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour la suite.